Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast pour les entrepreneurs et indépendants qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances en communication visuelle. Moi c'est Margot, je suis graphiste illustratrice en freelance depuis bientôt 5 ans. Dans cette émission, je te partage des conseils courts et pratiques pour comprendre les rouages du graphisme et plus globalement, t'aider à gérer toi-même tout ou partie de ta communication. Tu pourras apprendre à optimiser tes outils et supports, à mieux valoriser ton engagement à travers ton univers graphique ou tout simplement gérer ta communication de façon simple et sereine au quotidien. Et comme je crois fermement en une communication et un graphisme responsable, je te partagerai aussi des astuces pour réduire l'impact de ta communication sur l'environnement et l'humain. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Dans l'épisode précédent, on parlait de la création de ton premier logo, notamment pourquoi il n'est pas indispensable d'en créer un dès le début de ton activité, et comment, une fois que ton projet est un petit peu plus défini, identifier ton unicité pour la retranscrire dans ce logo. Dans cet épisode, on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va parler de l'identité visuelle. Après un bref rappel de sa définition, on va surtout voir à quels critères elle doit répondre pour être à la fois design et fonctionnelle. Ça nous amènera à répondre aux interrogations suivantes. Quelles questions dois-tu te poser pour créer une identité qui réponde parfaitement à tes besoins en communication ? Et une fois qu'on aura passé en revue les critères importants, on se demandera ce qu'est finalement une bonne identité visuelle. L'objectif de tout ça sera de te faire comprendre les avantages concrets et l'intérêt d'avoir une identité visuelle soignée, au-delà de son aspect esthétique. Parce que s'arrêter aux critères de beauté quand on parle d'identité de marque, finalement c'est laisser de côté 80% de son utilité. D'autre part, si tu n'as pas encore construit ton identité visuelle, cet épisode va te donner des clés pour réaliser un cahier des charges précis et complet, ou tout simplement pour faire le tri dans tes idées en éliminant les moins pertinentes. J'espère que tu es bien installé car on démarre tout de suite. On va commencer par définir ce qu'est l'identité visuelle pour que tout soit compréhensible par la suite. L'identité, elle regroupe tous les éléments graphiques de ton univers visuel. Le logo bien sûr, mais aussi les couleurs que tu utilises, les typographies et les styles de police choisis, un style d'illustration ou de mise en page particulier, des icônes personnalisées, des formes abstraites récurrentes, bref, la liste n'est pas exhaustive puisque la seule limite c'est la créativité. Tous ces éléments, ils sont choisis pour représenter ton projet, ta marque, ses valeurs ou son positionnement. Ils se doivent donc d'être cohérents entre eux pour renforcer ton image, ton message, et faire en sorte qu'on te distingue d'un autre concurrent. Cette identité, elle doit te représenter et elle va forcément évoluer au fil du temps, de même que ton activité. En aucun cas, elle n'est figée. Et comme tu vas l'utiliser sur tous tes supports de communication, elle doit donc répondre à certains critères pour être véritablement fonctionnelle. Maintenant qu'on a défini cette notion d'identité, passons aux choses sérieuses. Je te disais qu'une identité doit être fonctionnelle, pratique à utiliser. Parce qu'elle n'est qu'un outil qui sert à appuyer ton message, à créer un lien émotionnel avec ton cœur de cible ou faciliter la compréhension de ton activité. C'est pourquoi en fait, l'aspect beau, ce que j'appelle par expérience le fameux effet waouh, qui est recherché par certaines personnes quand elles créent leur marque, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Moi, si cette expression elle me hérisse un peu le poil, c'est parce que elle se concentre principalement sur l'effet esthétique, sans considérer l'importance du côté pratique. C'est comme si tu choisissais une robe de soirée pour aller faire une rando en montagne. Alors, attention, je ne veux pas dire par là que l'esthétique ne compte pas. Mais rappelle-toi qu'en matière de communication, c'est la forme qui vient soutenir le fond, et pas l'inverse. Il faut donc intégrer ta stratégie de communication dans la phase de réflexion et de conception de ton identité. Plus concrètement, l'usage quotidien que tu vas faire de cette identité, il doit être pris en compte quand tu la construis. Pour ça, on va se poser quelques questions que je vais diviser en 2 catégories. La première, elle regroupe la dimension technique, pratique, et la deuxième, plutôt les dimensions réalistes. Pour l'aspect pratique, le but en fait, c'est de lister tous les usages que tu vas faire de ton identité. Quels canaux de communication vas-tu principalement utiliser, par exemple ? Est-ce que tu miseras surtout sur les réseaux sociaux, sur ton site web, sur des publications dans la presse spécialisée ou des événements professionnels ? Il peut évidemment y en avoir plusieurs. Le but, c'est juste de les identifier parce qu'on va pouvoir adapter une identité visuelle en fonction de ces critères-là. Par exemple, on va insister sur l'aspect web si c'est ce que tu comptes le plus utiliser, mais si elle doit être polyvalente, c'est bien aussi de le savoir pour faire en sorte qu'elle puisse répondre à des critères techniques d'exploitation. Ensuite, dans la continuité, tu vas lister les supports et les outils de communication dont tu vas avoir besoin, qu'ils soient récurrents ou plus ponctuels. Par exemple, si tu prévois de faire beaucoup d'événements parce que tu vas plutôt rencontrer physiquement tes prospects ou tes clients, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'avoir une plaquette ou un support visuel, type présentation PowerPoint, pour pouvoir plus facilement présenter ton projet et faire en sorte que ton interlocuteur ait un support sur lequel se raccrocher ?
Est-ce que tu es surtout sur Instagram et LinkedIn et du coup, tu vas t'adapter à ce qui se fait beaucoup sur ce type de réseau, avec des carousels ou des posts courts? Des exemples, il y en a plein, mais le but, c'est juste d'essayer de déterminer les supports et les outils qui vont être récurrents ou plus importants pour toi au jour le jour et ceux qui seront plus ponctuels. Pourquoi c'est vraiment important? Parce qu'en fait, plus tu connais les usages que tu vas faire de ton identité, plus tu pourras la façonner pour qu'elle matche parfaitement à tes besoins. Si on reprend l'exemple d'une personne qui souhaite majoritairement utiliser Instagram, on peut se demander, est-ce que ce serait pas pertinent de partir de la plateforme, ce qu'elle permet de faire, ses codes, le comportement de ses utilisateurs, pour construire une identité qui intègre tout ça? Par exemple, on va se concentrer sur la création d'un feed harmonieux, clair, avec des templates pour les visuels et les stories. On va créer des icônes pour segmenter justement ces stories grâce aux petites vignettes de story à la une. On va penser aussi le logo pour qu'il soit évidemment très lisible en tout petit dans la photo de profil. À l'inverse, si tu souhaites principalement passer par de la communication traditionnelle, donc c'est-à-dire avec des supports imprimés, on va mettre l'accent sur d'autres aspects de l'identité et peut-être la construire un petit peu différemment. Enfin, dernière question de l'aspect technique. On va s'intéresser à ton audience. À qui sont destinés ces supports? Quel lectorat? Quelle cible? Quel type d'utilisateur? Ça paraît assez logique, mais on va adapter une identité pour les personnes qu'elle est censée toucher. Que ce soit pour qu'elles se reconnaissent en elle, pour créer un sentiment d'appartenance en quelque sorte, mais aussi pour répondre à des critères plus techniques. Par exemple, si tu travailles avec des seniors ou des personnes déficientes visuelles, il est évident que ça va être pris en compte dans le choix des couleurs, dans le choix des typographies par exemple. Si tu travailles dans un secteur d'activité qui répond à des codes assez importants qu'il faut respecter, c'est pareil, il faut pouvoir les maîtriser pour pouvoir aussi s'en détacher et créer une identité un petit peu originelle. Donc ça, c'est vraiment l'aspect pratique. On a abordé quelques points essentiels. Ça permet de faire le tri dans les priorités. Mais maintenant, on va aller plus loin avec l'autre partie, ce que j'appelle la dimension réaliste. Dans la partie réaliste, on va aller un petit peu plus loin et s'intéresser à tes usages en termes de prise en main de cette identité, mais aussi tes compétences et ton budget. Ce dernier point, moi, j'y accorde pas mal d'importance parce que je travaille autant avec des grands groupes que des auto-entrepreneurs qui débutent parfois leur première aventure en tant qu'indépendants. Et en fonction de ça, évidemment, j'adapte ma prestation pour qu'elle matche parfaitement avec les besoins et les moyens au sens large de la structure que j'ai en face de moi. Par exemple, quand une personne prend contact avec moi pour créer sa toute première identité visuelle, je vais beaucoup m'intéresser à son background en termes de communication. En gros, je vais lui demander si il ou elle a déjà réalisé des supports de communication, fait de la mise en page, créé du contenu pour les réseaux sociaux par exemple, ce genre de choses un petit peu bateau, mais moi qui me permettent de cerner sa maîtrise de la communication et de ses outils. En parlant d'outils, je vais lui demander ce qu'il utilise au jour le jour pour gérer sa communication et créer ses supports. D'ailleurs, peut-être qu'il va me dire non, en fait, j'ai prévu un petit budget pour pouvoir sous-traiter cette partie-là et moi, je m'y connais pas du tout, donc je ne ferai rien. Mais peut-être que, en fait, cette personne-là va vouloir prendre en charge toute sa communication et va devoir créer tous ses outils et ses supports. En fait, plus je comprends l'usage que mon client va faire de son identité, plus je peux l'adapter et adapter tous les éléments qui la composent en fonction de ses moyens techniques et financiers. Et en faisant ça, je facilite le travail de la personne qui va utiliser cette identité, donc que ce soit une équipe dédiée à la com dans un grand groupe ou cet entrepreneur qui gère seul cet aspect-là et va apprendre au fur et à mesure de ses besoins. Et c'est comme ça que cette identité va pleinement pouvoir remplir son objectif, c'est-à-dire soutenir son message, diffuser ses valeurs et mettre en avant ce qu'il sait faire, mais sans être une contrainte en termes de créativité ou un frein technique à son utilisation. À ton tour d'essayer de cerner tes compétences réelles, de lister les moyens dont tu disposes au jour le jour pour ta communication. C'est hyper important que tu fasses ça, parce qu'en fonction de ce que tu as, de ce que tu peux, tu seras plus à même de pouvoir prendre en main de façon autonome ta communication. Et puis surtout, l'important, c'est aussi que tu y prennes du plaisir. On vient de passer en revue les critères à intégrer dans la réflexion de son identité, et donc maintenant on va passer à une étude de cas pour illustrer un petit peu tout ça. Pour l'exemple, on va se concentrer surtout sur les aspects techniques que j'ai mentionnés, donc le principal canal de communication utilisé, les supports de com et le type d'utilisateur. Parce que la partie réaliste qu'on a vue après, évidemment, c'est vraiment du cas par cas et du coup, ce serait moins pertinent pour l'exemple. J'ai choisi la marque Le Bon Coin, donc c'est un exemple qui est souvent utilisé pour ce genre de sujet parce qu'il parle à tout le monde, donc c'est parfait. Évidemment, Le Bon Coin, tu connais sûrement, c'est le plus grand site français de petites annonces en ligne, avec 28 millions d'annonces par mois.
c'est aussi la 4e entreprise classée comme étant les plus utiles selon les Français. Donc on va s'intéresser à l'identité de marque du Boncoin. Tu as sûrement déjà utilisé ou tu es passé sur leur site pour acheter ou vendre quelque chose. Peut-être même que tu te rappelles les débuts du site qui piquaient un petit peu les yeux parce qu'il y avait un orange-jaune un peu moche, un peu ringardos. On n'était clairement pas dans l'effet waouh, pour le coup. Même le cofondateur de la marque, Olivier Isaac, disait à propos du design du site que c'était un petit peu comme l'étagère Bidi d'Ikea. Ce n'est pas la plus belle, mais c'est celle qu'on a tous chez soi. Et oui, parce que même si on est sur un site de e-commerce, il ne faut pas oublier que le Boncoin s'adresse à des cibles très hétéroclites. Il y a autant de jeunes habitués à surfer sur Internet pour faire des trouvailles que des personnes plus âgées, moins habituées, et qui vont peut-être utiliser ce genre de plateforme pour la première fois. Donc le but, c'était de se donner une image accessible, bon marché, ouvert à tous, et de se concentrer sur l'aspect fonctionnel du site plutôt que son élégance. Encore une fois, pour citer son cofondateur, ce qu'il recherche, c'est la simplicité avant l'esthétique. Le design est pensé d'abord par rapport à la fonction que doit jouer le site. Bon, depuis, la marque a quand même fait peau neuve en changeant son identité plusieurs fois, en 2016 pour célébrer ses 10 ans et en 2019. Donc à chaque fois, le site il a été modernisé, épuré, mais en gardant ce qui fait le succès de la marque. Donc certains éléments emblématiques sont restés, notamment le fameux orange, même s'il a été retravaillé pour être un petit peu plus chaleureux. Pourquoi garder ce orange d'ailleurs? Je suppose que je ne suis pas dans les équipes du Boncoin, mais en tout cas c'est une couleur qui représente très bien ce côté bon plan, bonnes affaires, pas très cher. Mais par contre maintenant, il y a un joli bleu qui accompagne ce orange pour l'adoucir un petit peu. Et puis il y a aussi des nuances de gris qui étaient là au début de l'identité, mais qui ont été, pareil, adoucies et qui n'ont pas été choisies au hasard. En fait, elles ont été sélectionnées pour ne pas trop fatiguer la vue des visiteurs du site, parce que parfois ils restent longtemps à consulter les petites annonces. Et le blanc est un peu trop lumineux et a tendance à faire mal aux yeux. Côté typo, ça a aussi été modernisé avec des caractères assez ronds, plutôt sympas. Et puis il y a des éléments graphiques qui ont été ajoutés, notamment comme des petites fiches avec le coin replié un peu écorné, donc qui fait directement appel au nom de la marque évidemment, hein. Mais il y a aussi un petit côté seconde main, achat d'occasion, produit chiné, et le fait que ce soit pas du neuf, du parfait, sans défaut. Une identité très simple, mais assez efficace, je trouve. Et si on s'intéresse au support de communication, donc il y a eu surtout des campagnes vidéo qui étaient clairement destinées à un public jeune, avec des spots dynamiques, qui mettaient en scène des jeunes un peu stylés sur fond de musique électro, et puis ils jouaient sur des expressions très à la mode, ils faisaient écho à la popularité des applis de rencontres, etc. Donc voilà, on était clairement sur quelque chose d'assez moderne. Et plus récemment, en mai 2021, Le Boncoin a même lancé 2 podcasts. Un qui s'appelle Les Bonnes Rencontres et qui nous fait découvrir des histoires vraies d'utilisateurs du site. Donc là, clairement, on est sur le côté proximité sociale. C'est un peu monsieur, madame, tout le monde, en fait, mais en mettant en avant des rencontres qui ont été provoquées grâce aux achats faits sur la plateforme. La 2e série de podcasts, elle va davantage parler de ce que le site permet de faire, de ce qu'on peut trouver dessus, au travers d'une fiction. Donc là, c'est l'organisation d'un mariage éco-responsable, en l'occurrence. Et l'idée, c'est de valoriser encore une fois l'aspect utile du site, pratique, mais quand même aussi ancré dans des usages actuels avec des préoccupations comme consommer moins, mieux, de façon raisonnée, plus écolo. Donc finalement, on voit bien que chez Le Boncoin, ils ont compris l'importance de conserver l'aspect fonctionnel et accessible de leur identité, parce qu'elle est un vrai point de repère pour les visiteurs du site. Pourtant, ils savent quand même s'ancrer dans les tendances avec les clips vidéo assez fun, et puis ils continuent à s'adresser à leurs utilisateurs grâce à des vecteurs de proximité et de lien social, comme avec le podcast et les campagnes d'affichage traditionnelles qui continuent bien sûr. On arrive au récap de fin. Du coup, si on veut répondre à la question « Qu'est-ce qu'une bonne identité visuelle ?» Eh bien, c'est évidemment une identité qui va permettre de t'identifier, de te distinguer par rapport à une autre entreprise, un autre projet. Et grâce à l'univers graphique que tu vas créer, tu vas pouvoir partager un peu de ta vision à ta communauté, mettre en avant tes engagements ou bien mettre l'accent sur une particularité de ton offre, de ton concept. Mais, pour être vraiment efficace, cette identité, elle doit s'inscrire dans une stratégie réfléchie et une manière de communiquer qui te ressemble, qui correspond à tes usages récurrents en matière de communication. Et prendre en compte tous ces aspects-là, ça ne va pas compromettre l'esthétique de ton univers graphique ou son originalité. Bien au contraire, en alliant les aspects design et fonctionnels de ton identité, tu vas développer un univers plus fort, plus cohérent et qui va valoriser ton message et ton offre.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, fais-en profiter les autres ou bien partage-moi tes réactions. À bientôt!